L'eau de mer a un niveau de SST, solides dissous totaux, d'environ 35 000 à 40 000 parties par million. Cela signifie que chaque litre contient une grande quantité de sel dissous, de minéraux et d'autres impuretés. Transformer l'eau de mer en eau potable ne relève pas d'une simple filtration. C'est un véritable défi d'ingénierie. Pour des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et beaucoup d'autres, l'eau de mer est l'une des seules sources pratiques d'eau potable. C'est pour cette raison que les usines de dessalement sont si importantes dans ces régions, mais le dessalement n'est pas un processus simple. Ces installations consomment une grande quantité d'énergie et leurs pompes fonctionnent sous une pression extrêmement élevée. Même le captage de l'eau de mer depuis l'océan est difficile car l'océan abrite une grande diversité de vie marine. Si l'eau de mer est aspirée trop rapidement, les poissons et d'autres organismes peuvent entrer dans le système ou rester piégés contre les grilles d'admission. Pour éviter cela, des grilles grossières sont utilisées afin de retenir les gros éléments comme le plastique, le bois et les poissons. Des grilles plus fines retirent ensuite les matières plus petites. La vitesse d'entrée de l'eau est maintenue très faible afin que la vie marine ait suffisamment de temps pour s'éloigner de la zone d'aspiration. Après avoir traversé de grands tunnels d'admission, l'eau de mer arrive à la station de pompage. Ces pompes aspirent l'eau et l'envoient vers l'usine de traitement. À ce stade, l'eau contient encore une grande quantité de matière en suspension et de substances dissoutes. Avant l'étape finale du dessalement, elle doit donc d'abord passer par un pré-traitement. L'eau entre dans un bassin de mélange où l'on ajoute des produits chimiques chargés positivement. Ces produits neutralisent les particules chargées négativement, comme la boue, les algues, les bactéries et la matière organique. Une fois neutralisées, ces minuscules particules commencent à s'agglomérer. Ce processus s'appelle la coagulation. L'eau passe ensuite dans un bassin de flocculation où elle est mélangée doucement. Pendant cette étape, les petites particules se regroupent et forment de plus grands amas appelés flocs. Ce processus ressemble à la coagulation du lait, où de minuscules particules se séparent du liquide et deviennent plus faciles à retirer. Ensuite, l'eau entre dans un bassin de flottation à l'air. De l'air est mélangé à l'eau pour créer de minuscules bulles. Les flocs s'attachent à ces bulles, remontent à la surface, puis sont éliminés par un système de drainage. Après la flottation à l'air, l'eau passe à la filtration multicouche. Ce bassin de filtration contient plusieurs couches. La couche supérieure est généralement composée d'anthracite, un matériau riche en carbone appartenant à la famille du charbon. En dessous se trouve une couche de sable et tout en bas, une couche de gravier qui sert de support. Lorsque l'eau traverse ces couches, le filtre retient les particules qui ont échappé à l'étape de flottation à l'air, comme le sable fin, les particules de boue et les matières biologiques. Mais avec le temps, ces filtres se remplissent d'impuretés. Lorsque cela arrive, ils ne peuvent de plus nettoyer l'eau correctement. Pour les restaurer, de l'eau propre est envoyée en sens inverse à travers le filtre. Ce processus s'appelle le lavage à contre-courant. Maintenant, un autre problème important apparaît. Du chlore est souvent ajouté pendant le traitement chimique afin de tuer les algues et les bactéries avant qu'elles ne puissent obstruer les filtres. Mais la membrane RO principale est fabriquée en polyamide et le chlore peut endommager le polyamide. Ainsi, avant que l'eau n'atteigne la membrane, le chlore doit être éliminé. Pour cela, un produit chimique appelé métabisulfite de sodium est injecté dans la conduite. Il réagit avec le chlore restant et le transforme en composé dissous plus sûr. En résumé, l'usine doit d'abord traiter l'eau de mer, puis retraiter cette même eau pour préserver la membrane. C'est pour cette raison que les usines de dessalement sont si complexes. De nombreuses usines de dessalement utilisent aussi du charbon actif. Celui-ci est souvent fabriqué à partir de coques de noix de coco. Lorsque la coque de noix de coco est chauffée sans oxygène, elle ne brûle pas de manière normale. À la place, elle s'active et des millions de minuscules pores se forment à l'intérieur. Lorsque l'eau traverse ces pores, de faibles forces moléculaires, appelées forces de Van der Waals, aident à retenir les produits chimiques organiques, les pesticides, les substances humiques et le chlore restant. Avant l'étape finale du dessalement, l'eau peut aussi passer à travers un filtre à cartouche. Ce filtre cylindrique contient des pores très fins, généralement d'environ 1 à 5 microns, qui retirent les particules en suspension extrêmement petites. Mais même après toutes ces étapes de traitement, une chose n'a pas changé. Le TDSS est toujours d'environ 35 000 parties par million. Le sel n'a pas encore été retiré. Pour retirer ce sel, l'eau est envoyée vers une pompe haute pression. Il s'agit généralement d'une pompe centrifuge multicellulaire. À l'intérieur, une première roue augmente la pression, puis la roue suivante l'augmente encore et ce processus continue à travers plusieurs étages. Au moment où l'eau quitte la pompe, sa pression peut atteindre environ 55 à 80 tobares. Pour visualiser une telle puissance, imaginez une colonne d'eau projetée verticalement. Sous cette pression, elle pourrait s'élever sur plusieurs centaines de mètres, à peu près aussi haut qu'un très grand gratte-ciel. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'une pression aussi extrême ?
La réponse se trouve dans l'osmose inverse. Cette pompe haute pression est généralement entraînée par un moteur à induction triphasée. Ces moteurs sont largement utilisés dans les systèmes industriels lourds, car ils sont robustes, fiables et capables de fonctionner pendant de longues périodes sous une charge élevée. Maintenant, l'eau de mer sous haute pression se dirige vers la membrane RO. Un purificateur RO domestique peut utiliser une petite cartouche de membrane, mais dans une grande usine de dessalement, de nombreux éléments membranaires sont installés en série à l'intérieur de longs tubes de pression. L'eau entre par le côté alimentation. À la sortie, il y a deux flux. L'un est l'eau propre, appelée perméa, et l'autre est la saumure concentrée. La véritable séparation se produit à l'intérieur de la membrane RO. Pour comprendre cela, imaginez d'abord une membrane avec de l'eau propre d'un côté et de l'eau salée de l'autre. Dans des conditions naturelles, les molécules d'eau se déplacent du côté propre vers le côté salé afin d'équilibrer la concentration. Ce processus s'appelle l'osmose. L'osmose inverse fait l'inverse. Ici, une haute pression est appliquée à l'eau salée. Cette pression force les molécules d'eau à traverser la membrane, tandis que la plupart des sels, des métaux lourds, des bactéries, des virus et des autres impuretés restent bloqués. La couche active de la membrane est fabriquée en polyamide. Elle fonctionne à une échelle de séparation extrêmement petite, proche du niveau moléculaire. C'est pour cette raison qu'une pression ordinaire ne suffit pas. L'eau a besoin d'une forte pression pour traverser cette couche, mais cette fine couche de polyamide ne peut pas supporter seule une pression aussi élevée. Elle est donc soutenue par une couche de polysulfone et en dessous par une couche de support en polyester. Ensemble, ces couches forment une feuille membranaire. Cette lymphe est repliée et un maillage en plastique appelé espaceur de flux est placé entre les couches. Ce spaceur crée un passage qui permet à l'eau de mer sous haute pression de circuler le long de la surface de la membrane. Lorsque l'eau propre traverse la membrane, elle entre dans une autre couche appelée collecteur de perméa. Cette couche collecte l'eau propre et la guide vers le tube central. 3 côtés de la lymphe membranaire sont scellés avec de la colle tandis qu'un côté reste ouvert. Ce côté ouvert est connecté au tube central de collecte. Les feuilles de membrane sont ensuite enroulées autour de ce tube, formant un élément membranaire enroulé en spirale. Lorsque l'eau circule à travers cet élément, l'eau propre s'accumule dans le tube central, tandis que la saumure concentrée continue d'avancer. Le premier élément membranaire produit généralement plus d'eau propre, car la concentration en sel est encore relativement plus faible. Mais à mesure que l'eau traverse les éléments membranaires suivants, la saumure restante devient plus concentrée. À cause de cette concentration en sel plus élevée, les membranes situées plus loin produisent de moins d'eau propre et présentent un risque plus important d'entartrage et d'encrassement. C'est pour cette raison que les performances des membranes doivent être surveillées attentivement et que les membranes sont remplacées lorsque leur efficacité diminue. À la sortie du système de membrane RO, deux flux sortent. Un flux est l'eau propre, appelée perméa. L'autre est la saumure concentrée. Le TdS de cette saumure peut monter jusqu'à près de 50 000 parties par million. Mais cette saumure contient encore quelque chose de précieux, de la pression. Comme elle vient de traverser le système haute pression, elle transporte encore une grande quantité d'énergie de pression. Si cette énergie est perdue, l'usine consommera beaucoup plus d'électricité. Pour récupérer cette énergie, la saumure est envoyée vers un dispositif de récupération d'énergie. À l'intérieur de ce dispositif, il y a un rotor au centre avec des plaques fixes des deux côtés. De l'eau de mer basse pression entre par un côté. Cette eau est prélevée sur la conduite d'alimentation avant la pompe haute pression. De l'autre côté, la saumure haute pression arrive depuis le système de membrane RO. Lorsque la saumure haute pression entre dans les canaux du rotor, elle pousse contre l'eau de mer basse pression et lui transfère sa pression. Le rotor continue de tourner. À mesure que chaque canal passe entre le côté haute pression et le côté basse pression, la pression est transférée de la saumure vers l'eau de mer entrante. En y regardant de plus près, on constate qu'aucune paroi solide ne sépare les deux flux au sein du canal du rotor. À cause de cela, une très petite quantité de saumure peut se mélanger à l'eau de mer entrante. Mais ce mélange reste limité et contrôlé. De cette manière, l'eau de mer basse pression peut sortir du dispositif de récupération d'énergie à près de 50 bars. Une pompe de surpression augmente ensuite encore légèrement cette pression afin de la rapprocher du niveau de pression requis par le système de membrane RO. Cette eau d'alimentation pressurisée est ensuite renvoyée vers la membrane. Le dispositif de récupération d'énergie réduit la charge sur la pompe haute pression principale et peut diminuer de manière importante la consommation d'énergie de l'usine selon la conception de l'installation. Maintenant, le flux final de saumure ne peut pas simplement être rejeté dans l'océan en un seul point. Sa concentration en sel est très élevée. Et s'il est rejeté à un seul endroit, il peut perturber l'environnement marin local. Pour éviter cela, la saumure est généralement rejetée à travers une longue conduite de rejet en mer qui s'étend loin de l'usine. Plusieurs bus de diffusion sont installés le long de la conduite.
Ces buses dispersent la saumure dans l'eau de mer et l'aident à se mélanger rapidement avec l'eau de l'océan environnant. Différentes usines peuvent utiliser différentes méthodes de rejet de la saumure selon les règles environnementales locales et les conditions océaniques. À l'intérieur d'une grande usine de dessalement, de nombreux éléments membranaires sont connectés en série et en parallèle afin de traiter un énorme volume d'eau. Mais même après l'étape RO, l'eau propre n'est pas toujours prête à être bue directement. La membrane retire la plupart des minéraux et le pH de l'eau peut aussi diminuer. Pour rendre l'eau adaptée à la distribution, les minéraux doivent être rétablis. Pour cela, du CO2 est injecté dans l'eau, puis l'eau traverse un lit de calcaire. Le calcaire se dissout légèrement et ajoute des minéraux dans l'eau. Cela aide aussi à rapprocher le pH du niveau requis. Après la reminéralisation, une petite quantité de chlore est de nouveau ajoutée. Ce n'est pas pour l'étape de la membrane, c'est pour le réseau de distribution. Depuis l'usine de dessalement, l'eau peut parcourir une longue distance à travers des canalisations avant d'atteindre les villes. Pendant ce trajet, des bactéries peuvent se développer dans l'eau. Le chlore aide à protéger l'eau pendant le stockage et la distribution. Les grandes usines de dessalement situées dans les pays du Moyen-Orient peuvent produire environ 500 000 à 1 million de mètres cubes d'eau par jour. Cela représente environ 5 800 à 11 600 litres chaque seconde. Mais cette échelle s'accompagne d'un défi majeur, la consommation d'énergie. C'est pourquoi de nouvelles idées sont explorées. Une approche consiste à utiliser la pression des profondeurs océaniques. Plus on descend dans l'océan, plus la pression naturelle de l'eau augmente. Si un système de membrane est placé en profondeur sous l'eau, cette pression naturelle pourrait aider à pousser l'eau à travers la membrane. Dans ce cas, le système n'aurait pas besoin de générer toute la pression à l'aide de pompes. Le principal défi serait de collecter l'eau propre et de la ramener à la surface. Si vous voulez découvrir d'autres explications d'ingénierie comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Merci.